dans la bibliothèque de la ferme. Premier épisode des grandes invasions à l'an 1000. Il est encore courant d'entendre que les invasions barbares ont provoqué l'effondrement de l'Empire romain. Leur rôle n'est pas à mésestimer, mais plutôt que de parler d'invasion barbare, Marc Fesneau nous propose d'inverser la perspective et de nous demander si ce n'est pas plutôt Rome qui s'est étendue jusqu'aux confins des terres barbares. En effet, en vivant à la frontière de l'Empire, les barbares ont découvert un État très organisé, avec tous ses attraits, ses richesses, ses plaisirs et du travail. C'est souvent par le biais de l'armée qu'ils tentaient de s'intégrer, car les barbares représentaient pour Rome tout d'abord des soldats ou des mercenaires dotés d'un uniforme spécifique, mais aussi des esclaves ou une main-d'œuvre de substitution. En échange de leur travail, ils recevaient une contrepartie, de la nourriture, un logement, une protection, voire une rémunération. Cette relation de serviteur à protecteur fut la première origine d'un premier type de lien social qui se généralisera au Moyen Âge, la féodalité. Bref, pour beaucoup de barbares, Rome était moins un ennemi que la promesse d'une vie meilleure. Pour les Romains, le barbare était plus à conquérir pour être civilisé que perçu comme une menace pour les fondements de l'Empire. En fait, il put même y avoir une forme de croisement culturel dans certains domaines, dans la langue latine par exemple, qui intègre peu à peu des mots d'origine germanique, ou dans l'habillement, ou même dans le droit. En fait, la chute de Rome est plus due au délitement des structures de l'État qu'aux invasions barbares. Au 5e siècle, Rome est un empire épuisé par ses guerres incessantes. C'est aussi un empire qui devenait trop vaste à diriger, d'où le recours à une tétrarchie qui le divise et qui l'affaiblit. Rome, c'est aussi une armée qui devait faire appel à des milices formées de populations locales. C'est aussi une unicité de langue, d'idéal, de loi et de droit, mais une unicité qui se dissolvait peu à peu à cause des conquêtes qui devaient faire coexister une diversité toujours plus grande de langues, de coutumes et de valeurs. Et enfin, Rome, c'est des régions, comme en Gaule ou en Afrique, qui faisaient sécession et où le consul ou le gouverneur se déclarait empereur. Cela dit, il est toujours bon de le rappeler en passant, la chute de Rome n'est pas la chute de l'Empire romain, puisque celui-ci a continué à exister encore 1000 ans en Orient, jusqu'en 1453, et la prise de Constantinople par les Ottomans. Le royaume des Francs. Dans l'Europe occidentale, c'est à partir du moment où l'Église entend contrôler le pouvoir politique que commence vraiment le Moyen Âge au sens politique du terme. Le royaume terrestre doit servir le royaume céleste. Deux grandes figures y apparaissent, le roi et le saint. Le rôle d'autres acteurs va aussi peu à peu se redéfinir et se préciser. C'est notamment le cas de celui d'évêques, de guerriers et de serfs. Au 5e siècle apparaît une nouvelle institution qui aura une influence considérable sur tout l'Occident chrétien, le monastère ou l'abbaye. Les moines d'Occident ne se sont pas faits ermites ou anachorètes comme en Égypte ou en Orient. Ils vivaient en communauté dans des monastères où ils travaillaient la terre. Les plus connus étaient les moines bénédictins qui ont très vite été considérés comme des saints. Leur fonctionnement reposait, et repose toujours, sur une règle très stricte, la règle de Saint Benoît. Cette règle se résume en deux termes ou deux impératifs, ora et labora, prie et travail. Les moines ont eu une influence considérable sur l'Occident, non pas tant par leur rigueur morale que parce qu'ils ont revalorisé le travail dans une société qui n'admettait que deux choses pour l'homme libre, la guerre ou la prière. Avec leur nouveau mode de vie, c'était la première fois dans l'histoire que le travail était valorisé pour lui-même. En faisant une pénitence, car au début eux aussi le voyaient comme le lot des esclaves et des serfs,
Ils ont glorifié le travail comme une marque de soumission, voire de sacrifice à la grandeur divine. Alors je parlerai plus longuement des monastères et de leur héritage dans la série consacrée à la religion industrielle de Pierre Mussot. Car l'originalité de la règle monastique, la règle de Saint-Benoît, ne tient pas uniquement à sa réhabilitation du travail manuel, ce qui était déjà un changement gigantesque après une antiquité qu'il avait profondément, radicalement, unanimement déconsidérée. Un autre trait singulier caractérise le monastère bénédictin, c'est qu'il rationalise ce travail manuel pour le rendre efficace, et cette rationalité est au service d'une foi religieuse. Le monastère a été la première institution à non seulement réhabiliter le travail manuel, mais aussi et surtout à le légitimer et à faire reposer cette légitimité sur une foi, une croyance, un dogme. À partir du monastère, la légitimité du travail est posée, il doit être rationnel, efficace, utile au service d'une foi. Le salut des âmes, le bonheur, le progrès ou la croissance. Peu importe la légitimité sur laquelle il repose, la rationalisation du travail est toujours associée à un dogme. Pour en revenir à la chute de l'Empire romain d'Occident, elle s'est accompagnée du rétrécissement des villes. En raison de l'insécurité et de la faiblesse des transports, il y a eu également une décadence de la grande production et du commerce. Dans les campagnes, les domaines se protègent et se fortifient. Les paysans vivent autour de ces grandes propriétés protégées par un seigneur. Les serfs ne sont pas des esclaves, même si la racine latine servus est la même. Alors si concrètement leur statut n'est guère plus enviable, le contrat juridique et moral qui les lie à leur seigneur n'est pas du tout du même ordre. Il ne s'agit pas de possession, mais de protection. Ils ne sont pas échangés, et si leur production appartient au seigneur, ils bénéficient, en échange de leur travail, de sa protection. Clovis, le premier roi des Francs, est devenu roi en 481, au 5e siècle donc, à la mort de son père. Il n'a pas 20 ans et dispose en tout de 3000 hommes. En fait, sa grande victoire a surtout été politique. Il a voulu et il a pu s'assurer l'appui des évêques qui constituaient la seule autorité structurée et coordonnée en Occident depuis le démantèlement de l'administration romaine. C'est l'Église qui lui a garanti la légitimité dont tout souverain a besoin pour régner. Et cette légitimité, symbolisée par la Sainte Onction, a été transmise à ses successeurs qui en ont bénéficié, alors même que leur royaume pouvait être moins important que celui d'autres prétendants, mais qui n'avaient pas hérité de cette légitimité. Peu à peu, la suzeraineté de Clovis a ainsi été reconnue partout en Gaule, il a obtenu le soutien de l'Église et même celui de l'empereur d'Orient. Après son baptême, en 500, il est le seul roi chrétien du monde romain d'Occident. À sa mort, l'autorité des Mérovingiens a été de plus en plus morcelée jusqu'à l'empire de Charlemagne, 3 siècles plus tard. L'empire de Charlemagne. Le titre d'empereur qui lui est accordé en 800 est le souvenir de la Rome impériale. En réalité, il signifie simplement qu'il a unifié l'Occident sous son autorité après le démantèlement de l'État mérovingien. Comme pour Clovis, la légitimité de Charlemagne est double. Le pape à Rome et l'empereur d'Orient à Byzance le reconnaissent tous les deux comme empereur. Mais, à sa mort, le même jeu des héritages aboutira au démantèlement de l'empire carolingien et avec le traité de Verdun en 843, ce qui deviendra les futures France, Germanie et Italie est divisé. Il faudra attendre encore 150 ans et les Capétiens pour voir une dynastie élargir constamment son territoire. D'abord par le hasard des naissances,
qui donnent toujours un héritier mâle à qui transmettre les terres, mais aussi parce qu'ils étaient soutenus par l'Église. Le roi était sacré alors que les princes non. À l'époque carolingienne, le latin a tendance à se perdre et à ne plus être qu'une langue écrite. Charlemagne va donc s'efforcer de préserver et de faire enseigner la culture latine pour assurer la bonne marche de son empire. Mais l'écrit va se figer et la langue orale, barbare, va se transformer. C'est le premier signe du passage de la romanité à l'Occident médiéval. Le deuxième touche à l'alimentation. Elle va être moins méditerranéenne, c'est-à-dire moins composée de pain, de vin ou d'huile d'olive. Elle va être moins agricole aussi. Par contre, elle va se germaniser et apporter la culture de la forêt, c'est-à-dire notamment la chasse, la pêche et la cueillette. La Renaissance carolingienne est avant tout une renaissance de l'État. Elle se manifeste notamment dans 3 domaines. D'abord par la mise en ordre de la société qui est placée sous l'autorité politique. À cette époque, les comtes et les évêques sont le plus souvent les descendants de couples qui unissent une famille de chefs barbares à une famille sénatoriale de l'ex-empire romain. Deuxième caractéristique de la Renaissance carolingienne, avec le soutien de l'Église, qui se pose en héritière de la civilisation romaine, Charlemagne entend développer l'instruction pour diffuser le message chrétien et découvrir des talents utiles à l'Empire. Enfin, la Renaissance carolingienne se manifeste par la mise en ordre des campagnes. Les rapports entre les comtes et les paysans sont réglementés et contractualisés par des formulaires. Ces formulaires définissent un contrat de dépendance du serf envers le seigneur. Service et obéissance à vie d'un côté, contre protection, nourriture et vêtements de l'autre. Enfin, la période carolingienne marque aussi le début du conflit millénaire entre l'Église et l'État. Chacun cherche à marquer sa prééminence sur l'autre, et chacun a besoin de l'autre pour exister.